Bienvenue sur le second numéro des Critiques d'Enzo, le podcast. Aujourd'hui, on va reparler de films, des films qui sont sortis cette semaine au cinéma, des films qui sont sortis il y a quelques semaines au cinéma. On va parler de 3 films. Mais avant ça, je tenais juste à vous remercier. Vous avez été plutôt nombreux à répondre à mon appel pour le premier podcast qui est sorti la semaine dernière. Vous étiez vraiment plutôt nombreux sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Ça m'a surpris. Vous étiez plutôt là sur Apple Podcast, sur YouTube, bien sûr, les Critiques d'Enzo, ou même sur mon TikTok, les Critiques d'Enzo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et vraiment, je vous remercie. Chaque semaine, on parle de l'actualité du cinéma, on parle surtout de films que j'ai pu voir durant la semaine, des films qui sont sortis il y a longtemps, des rétrospectives, des films qui sont sortis là, cette semaine, des films qui sont sortis en avant-première, on verra même ça surtout la semaine prochaine. Mais voilà, le but, c'est vraiment de parler ensemble de films qui sortent, qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Le but, c'est de parler de cinéma pour commencer correctement la semaine. Et aujourd'hui, on a 3 gros films dont on va parler. On va parler du Rêve américain d'Anthony Marciano, on va parler du Gâteau du président d'Hassan Hadi et on va parler de Couture d'Alice Vinocourt. Sachant aussi que je voulais vous parler des Césars lors de cette émission et je me suis dit qu'en fait j'allais carrément faire une émission spéciale. Donc mercredi matin à 7h aussi, on reste sur cette horaire de 7h, vous aurez un épisode spécial où je vous parlerai des Césars en détail. On va faire le jeu des pronostics, on va parler de tout ce que j'ai pu voir cette année dans le cinéma français, qu'est-ce que je souhaite voir gagner, on va parler de tout ça. Et bien sûr, dès samedi matin, vous aurez un peu la review, un peu les résultats des Césars. On parlera ensemble de cette cérémonie qui aura lieu jeudi soir. Le temps pour moi d'enregistrer vendredi, de le monter, ça sortira samedi matin. Donc voilà, je me suis dit qu'on fera ça pour les cérémonies ou pour ce genre d'événements un peu spécifiques. Et pareil pour les Oscars, du coup, on aura cette même construction pour vous parler de ce qui est sorti. Ça me permet en plus de faire un petit retour en arrière sur l'année dernière qu'on a vécu ensemble. J'ai beaucoup de choses à dire, donc ça sera l'occasion de vous parler du cinéma français et des Césars mercredi matin. Et du coup, quoi de mieux pour commencer que de vous parler du Rêve américain d'Anthony Marciano. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct? Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Le Rêve américain, ça parle de quoi? Le Rêve américain, ça parle de cette histoire des 2 créateurs, on va dire ça comme ça, d'une agence de NBA, une agence de basket en tout cas, et de leur histoire, comment ils sont arrivés là. C'est l'histoire de Jérémy et de Bouna, et c'est interprété par Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. C'est une histoire vraie, c'est une biographie, un biopic sous forme de comédie. Alors de ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup de choses un peu surfaits qui ont été rajoutés au film. On n'est pas vraiment sur l'histoire vraie pure et dure, on est vraiment sur de l'inspiration d'histoire vraie, mais c'était vraiment intéressant parce que les critiques étaient extrêmement positives sur le Rêve américain, et du coup moi c'est un film qui me donnait pas du tout envie. Je me suis dit je vais aller le découvrir, il y a Jean-Pascal Zadi, il y a Raphaël Quenard qui sont quand même deux acteurs que j'aime beaucoup. Anthony Marciano avait pu réaliser Les Gamins, je crois, et Play, qui avait fait un peu de bruit. Alors je les ai jamais vus, mais qui avait fait un peu de bruit, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et moi je suis un peu resté sur ma faim, quoi. C'est clairement le film où tout le monde est en train de l'encenser et que moi je suis un peu moins d'accord. Je trouve pas que ce soit un mauvais film, je trouve vraiment pas que ce soit foncièrement un mauvais film. C'est un film où il se passe pas grand chose et où la réalisation est clairement mise de côté pour laisser place à de la comédie qui, je trouve, est un peu surfait. Enfin, je le trouve pas extrêmement marrant, mais alors ça, c'est extrêmement subjectif, la comédie, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Je fais partie des gens qui ont aimé Kaamelott 2 et qui ont limite plus rigolé devant Kaamelott 2 que devant Kaamelott 1. Bon, je pense que voilà, la comédie, c'est extrêmement subjectif. Là, pour le coup, pour le Rêve américain, moi, ça me fait pas extrêmement rire. J'ai vu beaucoup de gens mettre en avant la performance de Quenard et de Jean-Pascal Zadi. Je trouve pas qu'il soit absolument exceptionnel. Je préfère Jean-Pascal Zadi, qui fait effectivement un peu moins de Jean-Pascal Zadi, là où Quenard fait du Quenard, mais pas non plus excessivement. Après, moi, Quenard, pareil, moi j'adore son I Love Peru, pour vous donner un peu une idée, mais je sais que Quenard peut être un très très bon acteur. Et là, en tout cas, sur ce film, je le trouve pas exceptionnel. C'est vrai que Jean-Pascal Zadi, pour le coup, moi, je trouve vraiment qu'il est intéressant dans ce film. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un film que je trouvais foncièrement mauvais, c'est juste que je ne suis pas dedans. En fait, ça dure 2 heures, ça dure 2 heures et 1 minute, et c'est long, c'est vraiment très long. Je trouve que c'est surfait, c'est tiré par les cheveux à certains endroits. La réalisation est inexistante. Il y a un plan de réalisation qui me vient en tête. Il y a 2 plans, parce qu'en fait, quand il y a 2
2-3 matchs de basket. On va avoir une façon de réaliser avec des accélérations, des plans, des gros plans sur la balle, sur les gestes des basketteurs. Ok, il y a un plan quand ils vont à la draft, leur première draft qui leur réussit, où en fait c'est la caméra qui tourne autour d'eux et c'est eux qui prennent conscience et qui réalisent de ce qu'ils viennent de faire, et ça marche extrêmement bien émotionnellement et au niveau de, enfin le plan a un vrai impact émotionnel, et en plus de ça fonctionne extrêmement bien dans le film, et c'est le peu de réalisation qu'il y a dans ce film. Mais à part ça, waouh, c'est vide, c'est du chant contre chant basique, c'est vraiment le biopic classique, et j'en ai marre de ces films. C'est le classique film américain biopic à la Social Network, à la Steve Jobs, un peu avec ce que Aaron Sorkin fait sur ce genre de film. C'est Aaron Sorkin ? Oui, je crois que c'est Aaron Sorkin qui écrit ça. Mais c'est vraiment ce genre de truc hyper lisse, hyper simple, biographique qu'on te met là. Alors Social Network a un peu plus d'intérêt parce que derrière il y a un auteur et l'auteur est plutôt intéressant. Même si je suis pas un gros fan de Social Network, il y a quand même beaucoup plus d'intérêt dans un Social Network que dans Le Rêve américain. Mais putain, c'est exactement la même chose, quoi. C'est du classique biopic qu'on te met, et en fait c'est pas intéressant. En fait, je ne comprends pas pourquoi. J'ai pas vu Bitter Man, mais c'est un peu le truc qui était ressorti de Bitter Man, de putain, enfin un biopic où tac, on te casse le truc, surtout quand tu fais un biopic sur des personnes qui sont encore vivants et qui sont pas forcément les plus connus, parce que Jérémy et Bouna sont connus dans le milieu du basket mais sont pas connus à l'international. Bitter Man, il y avait un peu ce truc avec Robbie Williams, je sais jamais, c'est Robin ou Robbie, je sais plus. Il y en a un c'est l'acteur, il y en a un c'est le chanteur, je ne sais jamais. Je crois que c'est Robin Williams, c'est le chanteur, et Robbie Williams, c'est l'acteur. Enfin bref, mais c'est pas non plus c'est pas non plus le chanteur planétaire que tout le monde connaît à la Michael Jackson, et en plus il est encore vivant. Et avec Bitter Man, ils ont décidé de faire quelque chose d'un peu plus surprenant, avoir une vraie idée de réalisation, même si c'est pas forcément visuellement le truc le plus beau. Je n'ai pas vu Bitter Man, hein, je me base sur ce que j'ai pu voir. Mais voilà, il y a une idée derrière. Là, il y a rien. Il y a juste des gens qui sont filmés et qui vivent leur histoire comme 3/4 des biopics. Et je suis en mode putain, mais c'est pas parce que vous faites un biopic que ça doit être absolument chiant. Et vraiment, moi, j'ai pas trouvé ça très très fou, quoi. Vraiment, je peux pas dire que c'est mauvais, hein. Je comprends que les gens aiment, mais moi, émotionnellement, il y a qu'un truc qui me prend vraiment émotionnellement, c'est la fin. Sauf que la fin, c'est limite plus dans le film, quoi. C'est 3 images qui se battent en duel avec des textes écrits pour dire après ils ont fait ça, après ils ont fait ça, et après ils ont fait ça. Et effectivement, quand tu vois les vraies images avec une petite musique, je suis en mode ok, émotionnellement ça marche. Tout le reste ça marche pas, quoi. Moi, la fin par exemple me rend fou. La fin, la fin, l'arc, il y a un arc qui est vraiment au 3e degré, qui sert pas à grand chose sur la fin, qui va être un arc autour de Wenby. Putain, je suis en mode en fait ça fait 30 minutes que j'ai le truc, quoi. Dès qu'il y a le premier élément de cet arc-là, je suis en mode, j'ai capté direct que vous parlez de Wemby, et en fait on l'apprend à la fin en mode surprise, on parle de Wemby, alors qu'en vrai ça n'a aucun intérêt pour le film. En plus de ça, c'est juste pour faire le petit clin d'œil de regarde, c'est les gens qui ont découvert Wemby, chouette. Mais putain, je le vois venir à 15 000 à l'heure, quoi. Et c'est ça tout le film, je le sens que oui, ils vont revenir et ça va marcher, et nana, et enfin je trouve pas ça intéressant, je trouve sincèrement pas ça intéressant, et peut-être parce que je suis moins familier avec le basket, hein, mais moi j'ai vu des biopics, j'ai vu des films qui parlaient de choses, le tennis j'en ai rien à foutre, Challengers me fascine, le ping-pong j'en ai rien à foutre, Marty Suprême me fascine, et encore Marty Suprême c'est vraiment 5% de ping-pong sur un film entier, alors que Challengers il y a quand même un peu plus de tennis. Mais je pense même pas que ce soit le côté basket, je pense juste que putain ouais, moi ça m'a pas transcendé, ça m'a vraiment mis sur le côté Le Rêve américain, et j'ai pas été très très grand fan du travail d'Anthony Marciano, parce que c'est vraiment là pour moi le gros défaut, c'est que le film aurait pu facilement gagner 1 point dans mon esprit si la mise en scène était au moins intéressante, ce qui n'est pas le cas, quoi. Vraiment, le film est pas mauvais, juste la mise en scène est inexistante, donc en fait c'est compliqué de surnoter un film où la mise en scène est inexistante et où il y a une scène bien sur 2 heures de film, quoi. Le second film aujourd'hui qu'on va parler, c'est Le Gâteau du Président de Hassan Hadi. ها واشتي نعيتها مرة يلا طلعوا كتبكم، صار الوقت. المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون لميعه احمد نايف. نعم أستاذ.
petit film irakien, c'est très très rare de voir des films irakiens, qui parlent d'une tradition, si on peut dire ça entre énormes guillemets, lorsque le pays était gouverné, hein, en tout cas sous la dictature de Saddam Hussein, les enfants, lors de l'anniversaire de Saddam Hussein chaque année, les enfants de chaque école devaient se répartir des rôles, généralement tirés au sort, avec beaucoup de magouilles, sur un enfant devait faire le gâteau, un enfant devait ramener des fleurs, un enfant devait ramener les bonbons, je crois, enfin bref, et c'était quelque chose d'assez important, parce que si la chose était mal faite, ou si c'était pas fait, pour manque d'argent ou quoi que ce soit, généralement c'était la famille qui prenait cher, parce qu'en fait c'était pas un prof qu'ils avaient, c'était un agent de la milice de Saddam Hussein, et du coup c'est hyper intéressant parce que le film parle exactement de ça, et c'est une base de l'histoire du réalisateur Hassan Hadi, qui a un peu vécu ça. Et c'est hyper intéressant, c'est cette petite fille qui se retrouve tirée au sort pour réaliser le gâteau du président. Et qui, malgré qu'il va lui arriver 50 000 trucs dans sa vie, des choses horribles, le fait qu'elle n'ait pas de thunes, le fait que sa grand-mère est mourante, il y a 1000 choses en même temps dans ce film, elle va s'obstiner à faire ce gâteau. Parce qu'elle sait que ça peut mettre en danger tout le monde autour d'elle. Elle sait l'importance, malgré ses 9 ans, elle sait l'importance qu'il y a derrière ce choix de faire le gâteau. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une façon de nous montrer la dictature vis-à-vis d'une enfant, vis-à-vis de quelqu'un d'assez naïf qui ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle vit. Et moi, le film, je vais être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à le voir, dans le sens où les 30 premières minutes ont été très compliquées pour moi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais très fatigué à ce moment-là. Les 30 premières minutes ont été très compliquées, je n'arrivais pas à rentrer dans le film. Et il y a un moment dans une mosquée où elle va prier, où je sais pas, ça me reconnecte avec le film, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ça me reconnecte avec le film, il y a un élément qui bouge un peu plus et je suis en mode, ok, c'est bon, j'ai reconnecté avec le film, et ça arrive au bout de 40 minutes, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Par contre, tout ce qui est après, j'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup tout ce qui se passe après, parce que c'est hyper intéressant, parce que c'est hyper bien réalisé. Il y a des plans qui sont vraiment très intéressants, même s'il y a beaucoup, beaucoup de surenchères. Je pense surtout à un moment où elle rencontre une personne qui est un peu la gentillesse incarnée et qui, fin de compte, se retrouve être un pédophile dans la seconde d'après. Et t'es en mode, waouh, les gars, sérieux, putain, la meuf, elle est en train d'enchaîner. Enfin, elle a 9 ans, elle est en train d'enchaîner toute la misère du monde. Surtout que là, pour le coup, le côté pédophilie n'a pas de lien avec la dictature. C'est juste un élément en plus. C'est la misère de la vie qui s'acharne sur elle. C'est même pas un élément de plus sur la dictature, parce que tout le long du film, il va se passer des choses qui vont avoir un lien avec la dictature. On va voir comment les gens sont traités à l'hôpital, dont sa grand-mère, via le fait que les services publics là-bas sont inexistants et qu'il y a 50 000 personnes qui meurent à l'hôpital et qu'il y a un service qui ne marche pas du tout. On va voir aussi le service de la police, avec cette idée de rechercher cette petite fille qui va de son côté faire tout seul son petit gâteau et qui cherche les ingrédients. Il y a plein de choses qui va critiquer la dictature, et encore, je trouve que c'est très subtil, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est vraiment très subtil, au point où Enzo Lecon avait pas compris un élément de fin et a mis 2 minutes avant de comprendre l'élément de fin, mais ça je vous en parlerai vraiment à la toute fin du film, pour vous dire vous pouvez passer au chapitrage suivant, pour vous éviter de vous spoil, parce que c'est un vrai spoil sur la fin. Mais enfin, vraiment, toute la fin, c'est la dernière partie du film, moi, me plaît énormément, malgré qu'il y ait une histoire de surenchère. C'est un peu le défaut de tous les premiers films, parce que c'est le premier film de Hassan Hadi. C'est un peu le défaut de tous les premiers films, c'est qu'on va très souvent faire une surenchère au niveau des propos, au niveau de ce qu'on veut raconter. On veut toujours en faire plus dans un film d'1h40. Et bon, à un moment, il y a trop de choses. Et c'est vrai que ce personnage qui est un peu une humanité parmi tout le reste du monde, qui en fait se retrouve être un gros pédo, t'es en mode, frère, ça y est, on a compris qu'elle vivait dans un pays de merde, mais là, il y a un bout d'un moment, ça n'a plus de lien avec le pays, c'est juste un lien avec le monde qui tourne vraiment pas rond et qui est vraiment problématique. Mais à part ça, non, c'est vraiment hyper intéressant dans ce que ça raconte, de comment est géré le service de l'école, comment est géré l'hôpital, comment est géré la police, qui est une milice, plus qu'autre chose, comment sont gérés. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a très souvent cette vision de c'est un dictateur, on l'aime pas. Parce qu'on a notre côté occidental où on n'a pas vécu ça, ou en tout cas, moi à 20 ans je n'ai pas vécu ça, et encore, on n'est pas très loin, mais il y a un peu ce truc de sur un régime totalitaire,
je ne sais pas pourquoi, moi par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que tous les Allemands détestent Hitler et vont avoir une haine envers lui et vont faire des actes de rébellion tout le temps et tout. Sauf que quand tu vis sous une dictature, bah t'es endoctriné aussi, hein. C'est aussi tout le but, c'est de la propagande, c'est de l'endoctrinement, et c'est ça qui est intéressant de voir dans le film, c'est que moi tout le long du film je suis en mode mais en fait ils l'aiment bien, et en fait non, ils sont juste obligés de bien l'aimer, et aussi ils se font pour la plupart endoctriner par ce qui est dit, par ce qui est montré, par cette façon, parce qu'on le voit quand elle est dans la classe, il faut saluer Saddam Hussein, et c'est surtout ça le vrai truc, et c'est là où je vais parler de la fin et je vais spoil, donc je vous invite à aller directement dans le troisième chapitrage où je vous parle de couture, parce que je vais spoil la fin, mais pour vous expliquer sur cette fin-là, on est dans l'école, elle ramène le gâteau, il goûte le gâteau, l'école se fait bombarder. Et 2 secondes après, donc c'est la fin du film, il y a tout un rappel avec son meilleur ami qui est, je trouve, extrêmement joli. Les émotions sur la fin, ils sont extrêmement fortes. Et donc l'école se fait bombarder, il y a un dernier bombardement où on comprend que malheureusement ils sont morts. Et 2 secondes après, on va avoir une image réelle de Saddam Hussein qui va couper un gâteau pendant son anniversaire. Je suis en mode, je ne comprends pas. Vraiment, j'ai mis 2 minutes. Mais je suis con aussi, hein, il faut le dire. Mon esprit critique, il avait du mal ce jour-là, je pense. Mais j'étais en mode, mais putain, mais pourquoi 2 secondes après, on met une vraie image de Saddam Hussein qui, même à l'air... l'image me dit pas, waouh, quel terrible dictateur. Non, c'est un mec qui fête son anniversaire, qui est tout content. Tout le monde applaudit, il y a de la lumière partout, il y a un énorme gâteau. Et en fait, je suis en mode, mais connard, c'est pour montrer la séparation entre la gravité de ce qui se passe dans son monde, dans son pays, et de montrer que lui, parce que j'avais pas compris que c'était le même anniversaire, en fait, de montrer que lui, en fait, fête son anniversaire dans son gros palais, en étant extrêmement riche, alors qu'une école faite de briques et de broc est en train d'exploser, et des enfants sont morts. Et en fait, c'est ça. C'est là où j'ai compris, j'ai fait ok. Là, je comprends un peu mieux. Mais vraiment, au début, j'étais en mode, je suis très con. Mais cette fin m'a vraiment marqué. M'a vraiment... Waouh, elle m'a vraiment pris au cœur parce que j'ai trouvé ça très, très fort comme fin, très, très puissante. Et je trouve que le message politique qu'il y a derrière, qui est du coup un peu le même que tout le long du film, avec cette idée de... On peut ne pas forcément comprendre qu'ils le détestent, mais en fait, ils sont sous dictature, sous emprise. Voilà, c'est ça la vraie critique. C'est une critique un peu en subtilité. Et je trouve ça vraiment très, très fort. Parlons du 3e film. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va parler de Couture d'Alice Winocourt. Do you think we're responsible for what happens to us? What do you mean exactly? Est-ce que mannequin, ça a toujours été un rêve? Tu viens d'arriver? Oui. T'inquiète, on va se comprendre. I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me. Waouh, alors je vais essayer de faire très concis sur Couture, ou en tout cas d'être assez compréhensible. C'est un film que j'ai trouvé génial et qui se fait démolir depuis quelques jours par la critique. Alors c'est simple, hein, au début il s'est fait démolir, maintenant il y a carrément plus personne qui vont le voir. Clairement, quand je regarde mes amis Letterboxd, je suis quand même beaucoup de gens sur Letterboxd, il y a eu 3 personnes qui l'ont vu, et en fait les gens ont arrêté de le voir parce que les critiques étaient tellement négatives sur le film que bon, pourquoi aller voir un film où il y a des critiques négatives alors que pourtant c'est un film que je trouve être grandiose. Et c'est marrant que j'ai eu cette réflexion là parce que je fais partie des gens qui sont en mode je vais limiter mes déplacements au cinéma, je vais peut-être pas aller voir ça parce que les critiques sont négatives, je sais pas. Là, le sujet m'intéressait, j'ai quand même vu des critiques négatives et j'avais prévu d'en parler. Et c'est ça que j'aime bien dans cette idée de faire le podcast, c'est que du coup quand je prévois de parler d'un film, ça me permet de me préparer et d'être sûr d'aller voir ce film. Et j'ai très bien fait, j'ai trouvé ça grandiose. C'est mon film préféré de la semaine, c'est un de mes films français préférés de l'année pour l'instant. Alice Winocourt fait quelque chose d'assez fou avec Couture, c'est qu'elle parle de plein de sujets de société féminin sous le biais de 3 personnages extrêmement forts, extrêmement bien catégorisés, je trouve, même si ça a été la critique, en mettant des petits éléments très subtils, parce que c'est un film qui est subtil. Ça dure 1h47 et pendant 1h47 on suit 3 personnages, donc tu te doutes bien que les sujets qui vont être abordés avec ces 3 personnages là vont pas être très 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 agrandi, très très fort, très très détaillé. Mais pourtant, je trouve pas que ça soit subtil. Je trouve que c'est subtil, mais je trouve pas que ça soit rushé. Parce que c'est principalement la critique que j'ai pu voir sur Couture. C'est oui, en fait, elle veut aborder trop de sujets, du coup, elle en aborde aucun. Je suis pas d'accord. C'est subtil, c'est à certains moments, c'est
par ici, par là, qu'on va parler de sujets hyper intéressants sur les femmes et sur leur corps principalement avec ce film-là. Mais c'est pas pour ça qu'elle les rush, c'est pas pour ça qu'elle ne dit rien sur ces propos-là. C'est un film qui parle de plein de choses intéressantes avec ces 3 personnages. Donc en fait, pour vous expliquer, il y a le personnage de Maxine qui est une réalisatrice qui vient réaliser un film pour la Fashion Week. Il y a ce personnage de Ada qui vient du Soudan du Sud qui devient qui est là pour devenir la nouvelle coqueluche des maisons de couture pour un défilé pendant la Fashion Week. Et on va avoir, je n'ai plus le nom de celle-ci, je crois que je sais plus c'est qui son nom, mais c'est la maquilleuse qui est un lion à tout ça. On la voit très peu, une maquilleuse qui vraiment vient lier le tout et qui est hyper intéressant, qui est jouée par Ella Rumpf, qui est une actrice que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Grave, je crois. Je crois que c'est la grande sœur dans Grave. C'est marrant parce qu'il y a aussi, je n'ai plus son nom bien sûr, la petite sœur dans Grave qui est aussi dans le film. Alors très léger rôle, très petit rôle et effectivement qu'on aurait pu supprimer mais qui est quand même intéressant. Mais enfin bref, c'est un film qui va parler de ces 3 femmes-là. Le destin d'une maquilleuse, donc qui est personne de l'ombre. Le destin de Ada qui est quelqu'un d'assez pauvre dans son pays mais qui se voit lui être proposé une vie de princesse sur le papier, mais qui, fin de compte, est pas si glorieux que ça. Et Angelina Jolie, donc, qui va jouer ce rôle de Maxine, une réalisatrice qui va apprendre qu'elle a un cancer du sein. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant dans comment ça va être abordé, dans le rôle d'Angelina Jolie, qui est une actrice absolument géniale et qui, là, dans le film, fait une performance que je trouve être très fort. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est ce personnage de maquilleuse qui va tout lier, parce que ce personnage de maquilleuse veut écrire un livre, propose un livre sur ce qu'elle voit, elle, dans le milieu de la couture, de la haute couture, de la Fashion Week. Elle veut écrire un livre, on lui dit mais c'est pas réaliste, alors qu'elle dit bah si, c'est des choses que j'ai vécues. Et on va avoir cette voix off qui va revenir souvent en reprenant des éléments qu'elle voit. Et en fait, c'est un film qui va critiquer cette idée de mannequinat, qui va critiquer cette violence qu'on va faire aux femmes pour être belles, pour être représentées comme des figures extrêmement féminines, enfin vraiment c'est ces idées de beauté dans le mannequinat, et elle va l'écrire, elle va le mettre en relation, elle va le mettre en perspective avec ce qu'elle vit en tant que maquilleuse, de comment elle les voit avec ses visages fermés, avec ces personnes qui souffrent vraiment, et ça va être un liant parce que c'est elle aussi qui va apprendre en premier que Angelina Jolie a un cancer du sein, et je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment elle voit la souffrance des femmes dans ce milieu célèbre alors qu'elle n'est pas célèbre, et vit sa petite vie, et c'est hyper subtil, c'est hyper écrit en second texte, mais je trouve que c'est extrêmement fort. C'est vraiment extrêmement fort. Moi je trouve que c'est une vraie ode à la femme, à sa féminité, au physique des femmes, et ça peut être très réducteur, hein. Ça aurait été réalisé par un homme, ça aurait été très problématique de voir un film qui fait une ode au physique des femmes, mais là c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qu'est la féminité, pourquoi le physique des femmes est devenu quelque chose d'aussi comment on peut dire ça, marketing, d'aussi idéalisé par les gens, hein, parce que ça critique le mannequinat encore une fois, alors que chaque corps est très joli, et on en revient avec cette idée de cicatrice, avec le cancer du sein et tout ça, hein, qui fait quand même perdre une part de féminité, ou en tout cas un élément qui publiquement rejette la féminité. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant, le travail de développement qui est fait autour du personnage de Maxine, qui a envie de ressentir le désir d'un homme une dernière fois, comme si le fait qu'on allait lui enlever son sein allait enlever cette idée d'être désirée par quelqu'un, alors que pas du tout, mais elle, c'est comment elle le ressent. Elle a vraiment l'impression, dans ce milieu extrêmement féminin qu'elle est en train de vivre à la Fashion Week, que en faisant cette opération là, c'est la fin de sa féminité, c'est la fin pour elle d'être une femme, quoi. Et c'est, je trouve, hyper intéressant de comment c'est raconté. Il y a tout un truc, par exemple, autour de Ada, qui est un personnage très intéressant aussi, il y a tout un truc autour de sa cheville, moi, que je trouve hyper intéressant, en fait,
on lui vend ça comme tu vas devenir riche, tu vas adorer, et fin de compte, plus elle rentre dans le truc, plus elle se rend compte qu'en fait ils dorment tous dans des chambres, enfin ils dorment dans un grand appartement tous ensemble, il n'y a même pas de chambre pour elle, que il faut qu'elle marche en talons et que ça fait extrêmement mal et qu'elle va pas réussir et qu'elle va se tordre la cheville parce qu'en fait elle va se rendre compte que c'est une prison. En fait il y a vraiment ce truc de prison en plus qui revient très souvent je trouve dans le film, cette idée de quand t'es dedans c'est la merde et tu le fais parce que tu dois le faire. Et il y a même un truc, par exemple, c'est une intrigue qui dure 3 secondes. Vraiment, ça dure 3 secondes, mais je trouve ça hyper intéressant. On va même parler, par exemple, de la taille des seins, au bout d'un moment. Et c'est très subtil. On va prendre ces mesures, au bout d'un moment, donc quand elle est en tenue civile, on va prendre ces mesures pour voir toutes les tailles pour faire sa robe. Et en fait, quand on arrive au moment où elle essaye sa robe, on va dire à la couturière, bah, t'as pas pris les bonnes... Enfin, qu'est-ce que t'as foutu, là au niveau des seins, ça tombe, quoi. Et je suis persuadé que ça parle du fait de ne pas assumer d'avoir des petits seins et que quand elle est elle est du coup en civil, elle peut mettre des trucs push-up ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est très con. C'est hyper subtil. C'est juste pour nous dire, bah voilà, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. Mais l'acceptation du corps d'une femme est remise en question là, ou en tout cas, on va parler de ce sujet-là, de l'acceptation du corps d'une femme. À ce moment précis-là, on va le parler parce qu'en fait, bah, quand elle est en civil, elle va tout faire pour montrer qu'elle a des seins, alors que fin de compte, elle a des petits seins et c'est pas grave. Mais juste que, bah, du coup, avec ce personnage de couturière qui se retrouve comme une conne parce que sa tenue tient pas et que c'est pas les bonnes mesures, bah, elle se retrouve toute bête. Et c'est con, mais c'est hyper intéressant. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ok, c'est un truc. Enfin, là pour le coup, mon cerveau, en fait, pendant le film, mon cerveau il était en ébullition complète parce que j'étais en mode waouh, ok, là on parle de ça, ok, là on parle de ça, waouh, on va parler des règles à un bout d'un moment. C'est hyper intéressant, ça aussi, ce truc de la meuf a tellement pas de thunes parce qu'elle vient d'un pays pauvre que bah. C'est la maquilleuse qui va lui donner des tampons ou des serviettes hygiéniques parce qu'elle a ses règles et enfin, je trouve, c'est con, mais c'est d'une subtilité, c'est hyper intéressant. Donc, comment ça va l'aborder ? Je comprends pas que le film s'est autant fait tailler parce que c'est de la subtilité, c'est juste une façon d'aborder plein de sujets en même temps. Et c'est pas pour moi un manque c'est pas pour moi Alice Vinocourt qui ne creuse pas assez le sujet. Au contraire, elle le creuse parfaitement, mais en abordant plein de sujets. Et les sujets qu'elle va vouloir creuser, comme le cancer du sein, elle va le faire. Elle va le faire et ça va être hyper intéressant dans ce que ça va nous raconter. Et vraiment, moi, je le dis haut et fort, c'est génial. Et parlons 2 secondes de la mise en scène, parce que là, je vous parle de l'histoire, je vous parle de la subtilité, je vous parle de mon ressenti, parce que c'est un film que j'ai vraiment ressenti. La réalisation est folle. Alice Vinocourt est une putain de réalisatrice, et là où j'avais pas forcément aimé Au revoir Paris, non, c'est pas Au revoir Paris, c'est Revoir Paris, juste, et j'ai un problème, je mélange tous les trucs avec Paris dedans. Mais là où j'étais pas le plus grand fan du film, parce que je trouve qu'il part trop dans un côté thriller alors qu'on n'a pas besoin, je me rappelais plus d'avoir une réalisation très très quali. Là, il y a un défilé sous la pluie qui reprend limite, j'ai l'impression, des idées de ce que Lars von Trier fait dans Mélancolia, avec cette idée de ralenti, cette idée de chaos autour de personnages extrêmement bien filmés, que ce soit le personnage du coup d'Angelina Jolie, de Maxine, de Abba, et le personnage de la maquilleuse. C'est les 3 qui vont se retrouver un peu dans ce climax, filmé d'une telle façon, avec un monde qui part tellement en couille. Ça dure 5-10 minutes, c'est absolument magnifique. C'est une des plus belles scènes que j'ai vues de l'année en termes de réalisation. Et rien que pour ça, mais quand j'ai vu la scène, j'étais en mode waouh, les émotions que la scène passe, tout ce qui est fait est vraiment fou. Et pour vous donner une idée de réalisation, la première fois qu'elle va avoir un appel, Maxine, pour qu'on lui dise bah, vous avez un rendez-vous chez le médecin, c'est urgent, il faut absolument que vous y alliez. Elle est sur le plateau de tournage pour le film qui va ouvrir la Fashion Week. Elle est sur le plateau de tournage et en fait on voit à l'écran, on a le décor coupé, on a un mec, et c'est vraiment coupé en 2 mais naturellement, hein, et de l'autre côté du décor on a un mec qui travaille le bois, enfin vraiment un menuisier quoi, quelqu'un qui est là pour la décoration. Et ben en fait elle va prendre l'appel quand elle est sur le plateau, dès qu'elle va comprendre que c'est sérieux et qu'elle va devoir quitter son plateau parce qu'elle a un rendez-vous chez le médecin, elle passe de l'autre côté. C'est con, mais putain ça sert à ça de la mise en scène quoi. Quand je vois qu'il y a des films comme Le Rêve américain qui ont rien de mise en scène, il n'y a pas une idée de mise en scène, il n'y a pas une idée de plan, il n'y a rien, et que il se fait
adulé, alors que Couture a des idées de mise en scène assez fous, a vraiment c'est une beauté visuelle, une façon de filmer ses actrices, une vraie ode à la femme en règle générale et à ses actrices. Putain, pourquoi c'est le film là qui s'est défoncé quoi? C'est trop bien. Couture les gars, c'est trop bien et vraiment prenez du temps et découvrez Couture au cinéma. Ça dure 1h40, vous allez le voir chez vous, vous le verrez pas de la même façon. Prenez 1h40 pour aller voir Couture au cinéma, pour découvrir ça et pour vous rendre compte que, pour vous faire votre avis, même si votre avis est négatif, en vrai, juste pour vous faire votre avis, allez voir Couture d'Alice Vinocourt, c'est trop bien. Et comme chaque lundi, comme chaque podcast, je vous parle des sorties de la semaine et on a 3 films qui sortent cette semaine, en tout cas 3 gros films. On a Scream 7 de Kevin Williamson qui sort, je ne sais pas si je vais le voir. De base, mon but était de le boycott par rapport à tout ce qui s'était passé autour des 2 actrices principales qui sont parties parce que ça dérangeait que ça soutienne la Palestine. Je n'ai aucune idée si j'irai le voir. S'il y a des bons retours, j'irai le voir. S'il n'y a aucun bon retour, je vais pas me prendre la peine d'aller voir le film. Ça ne m'intéresse pas. J'avais bien aimé pourtant les 2 derniers Scream, mais là vraiment ça ne m'intéresse pas. On a aussi The History of Sound d'Oliver Hermanus qui a été plutôt critiqué sur plein de choses à Cannes et je suis un peu curieux de voir les retours de gens qui ne l'ont pas vu à Cannes et qui vont là le découvrir au cinéma. Pareil, c'est pas l'histoire qui me fait le plus fantasmer. Est-ce que j'irai le voir au cinéma? Je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de choses à aller voir. Vous allez voir quand je vais vous parler de ce qu'on va parler de la semaine prochaine. Mais je sais pas. The History of Sound, je sais vraiment pas. Et il y a aussi le nouveau film de Bradley Cooper qui est Is This Thing On? Je sais pas non plus. Le sujet me donne pas très envie. Les retours sont pas positifs. Ça va vraiment être est-ce que j'y vais pas? La différence avec Couture par exemple, c'est que Couture me donnait vraiment envie dans son sujet et que le seul truc qui me rebutait c'était les avis. Là le problème de The History of Sound et Is This Thing On, c'est que les films me donnent pas très envie et en plus de ça, les avis sont pas trop positifs. Mais on verra s'il y a quelque chose qui se présente à moi. Mais j'ai déjà un gros programme pour la semaine prochaine, donc bon, on va peut-être éviter. Oui, parce que j'en profite, mais pour la semaine prochaine, on va parler de plein de films. On risque de parler de Baise en ville de Martin Jova qui sort en salle dans mon cinéma, donc qui est sorti il y a quelques semaines, mais qui sort là en salle, donc j'irai sûrement découvrir. Je vais découvrir en avant-première Les Cadors de Jérémy Ferrari. En plus, il y a la présence de Jérémy Ferrari, donc il y aura questions-réponses. Donc je pense que j'aurai plein de choses à vous apporter lors de ma critique lundi prochain. Je vais aussi découvrir en avant-première dimanche prochain Jumpers de Daniel Chong, le nouveau Pixar, Disney Pixar. Et j'espère qu'il sera dans mon cinéma, mais j'espère voir aucun autre choix de Park Chan-wook. Et peut-être, suivant les retours, peut-être que je vous parlerai de Scream 7 ou de Is This Thing On. On verra si j'ai le temps, on verra si j'ai l'envie de voir un de ces 2 films. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de choses à dire, je suis très fier de cette émission parce que je voulais vous donner mon ressenti vraiment sur Le Gâteau du Président, sur Couture, qui sont des films qui m'ont vraiment beaucoup plu émotionnellement, mais où j'avais vraiment une sensation à vous faire ressentir, si on peut dire ça comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine remplie de cinéma, c'est le plus important, et je vous dis à la semaine prochaine, et pas que, je vous dis à mardi et à samedi pour les pronostics des Césars, et surtout les résultats des Césars samedi matin.